Antenne dans 30 secondes. With great power comes great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. Why so serious? Vous êtes à l'antenne. Avengers, assemble! Bonjour et bienvenue à toutes et tous, vous êtes dans la bande des comics émission numéro 51. Nous sommes le samedi 23 novembre et nous sommes là pour une heure avec vous. Dans cette émission, un invité d'honneur, donc on continue à vous gâter avec les invités locaux et les talents locaux. Aujourd'hui, Christophe Aliel est avec nous. Bonjour Christophe, comment vas-tu ? Bonjour, ça va super. Alors on t'interrogera sur ton parcours et puis sur tes dernières œuvres. Rémi... je vais le cuisiner, tu vois. Ouais, voilà. Ah oui. Je m'inquiète pas. Va le mettre bien. Ça sera fait. Toi aussi derrière, tu vas devoir bosser un peu ton interview. Un petit peu. Voilà, donc vous l'avez compris au programme, toujours nos actualités. Ensuite, donc la grosse partie de l'émission sur les rencontres avec Christophe Aliel. Et on terminera par un quiz, cette fois fait par Rémi. Oh. Et il semblerait que vous commenciez à y prendre plaisir. Exactement. Parce que ça sera un quiz électrique. oui. Pas mal, pas mal. Pokémon. Voilà, J'y ai même pas pensé. c'est tout Pokéchou. Très bien, écoutez messieurs, on est bon, on a fait le programme, on va maintenant présenter le reste de la bande quand même, parce qu'on a dit Rémi, donc du coup j'avais oublié tout le monde, tu vois. Oui, non mais les autres, bon, Voilà, on ils sont est des faire-valoir. d'accord. On a derrière la vitre, toujours fidèle au poste de sa régie, avec ses petits boutons, il s'éclate. Sa belle moustache. Ouais, sa belle moustache de Movember. Comment tu dis ? Ça va très bien, et vous ? Ça va. Et je l'ai pas reconnue aujourd'hui parce qu'elle est venue toute fraîche, toute dispo, avec des belles lunettes, plus intelligente que jamais. Elle vient nous apporter sa touche féminine. Bonjour Annie. Salut, comment va ? Ça va et toi ? Très bien. Bon. Alors, vous l'avez compris, tout le monde est en forme, ou du moins fait semblant de l'être, dans mon cas. On est parti pour une émission. Un petit générique ? Oui. Allez. Breaking news. Alors, les actualités. Jay, tu commences ? Je commence. Écoute, je vais vous faire un petit point lanterne, forcément. Oh non. Génial. Ah non. Pour t'expliquer, Christophe, c'est son truc, le Green Lantern. Voilà, il est né Green Lantern, il vivra Green Lantern et il mourra Green Lantern. Un petit cœur de lanterne. Voilà. Dans mon petit cœur de lanterne, alors, il y a deux grandes news. Le premier, c'est le retour de la série Green Lantern Corps aux États-Unis, qui va commencer au mois de février. Donc c'est contrairement à la série, on va dire classique et la série standard Green Lantern, qui est centrée sur le personnage de Hal Jordan, celui qui a été adapté au cinéma et qu'on va retrouver d'ailleurs dans la série Lanterns visiblement. Là, c'est plus sur un titre d'équipe, donc on va voir tous les Green Lantern terriens. Donc il y en a une ribambelle parce qu'il y en a plein qui ont été créés au fur et à mesure du temps. Et donc c'est l'auteur qui est sur la série actuelle, donc Green Lantern, qui est Jeremy Adams, qui va continuer effectivement, qui va prendre la suite également sur la série Green Lantern Corps, avec un arc spécial qui s'appelle Fractured Spectrum, qui est donc avec une nouvelle batterie de pouvoir en fait, et qui est là sur une émotion particulière qui est la tristesse, avec un personnage qui s'appelle Soro, qui va... Quelle couleur c'est gris, c'est un espèce de gris en fait, effectivement. Un gris vert. Un gris parce que... Non, le vert de gris. Vert de gris, ça marche pas. Et donc il y a un des personnages dans cette série qui est Jon Stewart, qui va être également adapté, qui est l'afro-américain, dont la statue vient d'être dévoilée à Burbank, donc au siège de la Warner. Donc il a une statue qui a été mise en place après celle de Batman et celle de Wonder Woman. Donc il a eu le droit avant Superman à sa statue. Donc dans la capitale des médias où on retrouve également Disney, etc. Burbank, c'est vraiment un endroit qui est connu pour ça. Et donc voilà, ça a été dévoilé en grande pompe par Jim Lee notamment en Californie. Ok, Voilà. c'est vrai que comme tu l'as dit, il y a la série live qui
qui arrivera. On verra ce que ça donnera. J'avoue que j'ai rien vu à part les personnages. Ouais, pareil. Ouais, Quel Comment Chandler. ils sont en production, je sais même pas. Ils vont attaquer à la tournée normalement début 2025. Ouais. Ouais, donc on a encore de la marge. Annie. Alors, moi j'ai une nouveauté sur un manga qui va sortir, écrit par Inoxtag. Tu rigoles. Quand je rigole plus là. Dont on a beaucoup entendu parler. Ouais. Kaizen. Ouais. Alors non, pas du tout. Ça s'appelle Instinct. C'est Instinct, on dit Instinct en français? Oui, Instinct. Ouais. Oui, ok. C'est sur un adolescent qui arrive à percevoir les intentions et les auras des autres. Ouais. Il apprend qu'il a un virus incurable. Et il apprend aussi qu'il lui reste plus que quelques mois à vivre. Mais il fait la rencontre quand même d'une fille qui s'appelle Luna, qui lui permet de venir voir quelque chose de très beau dans le monde autour qui semble très pessimiste. Voilà. Et la sortie, Ok. elle est prévue pour le 21 novembre. Donc c'est une dealeuse. Aux on a éditions compris. Michel Lafon. Ouais. Donc, Ah, c'est il n'y a que Michel le Lafon, trailer ça qui est change. disponible. Ouais. Ouais, mais t'as beaucoup Pour d'éditeurs l'instant. maintenant de. Se mettre au manga. Ouais. Outre de bande dessinée, mais de Mhm. littérature qui ont une branche manga en fait. Oui. Bon, après, ça là, marche tellement que. sauter sur la hype grâce à ce jeune, Ouais. c'était le moment, j'imagine. Hein, donc, Ouais. Ok, bon, bah écoute, tu nous tiendras au courant quand Oui. il aura acheté, bien sûr. Oui. De mon côté, je vais parler du prochain grand rendez-vous culturel sur l'ère toulonnaise. C'est la fête du livre du Var, avec un petit C copyright, Ouais. qui aura lieu donc du 22 au 24 novembre. Parmi les guest stars, on a monsieur Christophe Aliel, qui sera Ah. à la fête du livre. Ouais, j'y D'accord. serai le samedi et dimanche. Ouais. Samedi, dimanche, et vite fait, au niveau des autres auteurs bande dessinée, on aura Bruno Bessadi, Frédéric Brémaud qui viendra avec sa 72 bandes dessinées, James Critt, Kurogami, la machine à dédicace, Jean Tartine, je passe le coucou, Olivier Lubrano qui à chaque fois passe une palette de bandes dessinées. Donc voilà, toute cette belle bande de copains que maintenant on connaît bien sera réunie donc sur la place d'Armes, là où c'est hyper facile de se garer, pour venir à la pour venir à la fête du livre à Toulon, donc qui est le grand rendez-vous culturel de cette fin d'année dans le Var, donc à ne pas manquer, évidemment. On avait trop de subventions, t'as raison. Hein. Ouais. Je rappelle, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler, des mauvaises nouvelles sur les subventions concernant les c'est vrai. les radios locales, mais bon, j'aborderai ça, je pense, un peu plus tard. De mon côté, j'avais envie de vous parler de la série Arcane, la saison Oui. 2. Ouais, exact. Qui est absolument magnifique. C'est un bijou. De quoi ça parle ce truc? Moi j'en entends parler, mais j'ai pas regardé. Moi, je comprends pas la hype. C'est tiré Oh là de League of... Non, mais c'est bien justement d'avoir c'est quelqu'un qui est pas forcément dans le truc. Alors, c'est tiré du jeu League of Legends. D'accord. Moi, c'est un MMO RPG. Non, c'est un MOBA. C'est un MOBA game. D'accord. C'est pas un... Je mettrai des sous-titres sur la vidéo. Un MOBA. MOBA. Oui, MOBA, ouais. Mobile pas? Rien à voir? Oula. Vas-y, Non, d'accord. je sais Ok, pas. tu vas chercher pendant que j'explique. Et donc, ils ont sorti une série. J'avoue que moi, je ne connais pas le jeu et j'ai Moi non pas plus. l'impression que c'est l'important pour déterminer et appréhender cette série. Il y a une qualité graphique qui est absolument magnifique et le mélange de types graphiques aussi donne une impression différente. Tu peux passer de l'aquarelle à quelque chose de très électronique, à un côté manga dans la vitesse d'exécution. Donc il y a plusieurs styles graphiques dans la C'est série. un studio français. Mais En ils sont plus. toujours au bon endroit, au bon moment. D'accord. Tu Ok. vois, c'est pas mettre un truc qui va t'impressionner pour t'impressionner. Ok. Dans les combats, des fois, tu as moins de vitesse, mais tu as des scènes au ralenti qui peuvent en faire penser à certains films, où là, tu te retrouves avec vraiment, le concept artiste que tu as quand tu peux voir des fois des séries ou quoi que ce soit, ils font des concepts D'accord, artistes. ok. Et là, c'est vraiment ça avec la qualité du truc. Et derrière, tu as un scénario qui suit, quoi. Donc, Ok. vraiment, Arcane saison 2, la 1 était bonne, la 2 est très très bonne. Pour quel public? C'est... Allez, je dirais 14 plus. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais, oui, c'est Ouais, vrai. d'accord. Mais en Ouais. fait, moi, justement, graphiquement, je le trouve incroyable en termes d'histoire.
Non, l'histoire, non? Ça te parle pas? Bah, c'est pour ça, je comprends pas la hype, parce que je me dis, si je regarde pour l'animation, en effet, et si je juge que ça, c'est une pépite. Par contre, oui, je trouve qu'il y a un peu du manqué, en fait, du côté de l'histoire. Ouais. Pour moi, personnellement. C'est bizarre parce que toi, en plus, qui aime les choses un peu personnelles, je veux dire, au niveau des personnages et du ressenti, c'est plus axé là-dessus, justement, que sur une grosse histoire globale, quoi. Mais bon, on verra. Donc, studio français, ça, Arcane, regardez ça, Netflix. On a fait le tour des actualités. Un petit tour, oui, c'est bien. Voilà, un petit tour, c'est mignon. On va se faire une première pause musicale. Alors, Gorillaz et Little Dragon Empire Ants. C'est choisi par notre invité. Alors, écoute, on va écouter ça avec plaisir et on te critiquera après peut-être. De retour dans la bande des comics, nous sommes dans une émission spéciale avec Christophe Aliel. Nous allons commencer son interview, donc je laisse la main à notre docteur S-Interview. Rémi, à toi de jouer. Merci RD pour cette parole. Introduis-moi. Christophe, donc merci d'être avec nous. Merci à vous. On est très content de te recevoir. On te reçoit pour ta bande dessinée Les Mondes électriques chez Glénat. Jay aussi, il a la sienne, magnifique. On se montre DVD, on la monte à travers la vitre. DVD. Donc, avant d'attaquer proprement parler de cette bande dessinée qui est une trilogie. C'est ça, qui est dans le troisième tome. Voilà, le troisième tome est sorti récemment. Est-ce que tu peux déjà nous la pitcher très rapidement? Alors, Les Mondes électriques, c'est une série jeunesse qui raconte en fait l'épopée d'un frère et d'une sœur, donc Louise et Jason, qui en fait se retrouvent à changer d'école en cours d'année. Donc c'est pas simple pour eux, ils ont des petits soucis personnels. Et le jour où ils changent d'école, il y a une espèce de coupure de courant généralisée. Ça se passe à Londres. Et en fait, toute la ville est plongée dans le noir. Et à ce moment-là, il y a un orage en fait au-dessus de l'école qui fait que les adultes changent de comportement et deviennent agressifs. Ils deviennent agressifs envers les enfants. D'accord. Donc c'est le chaos. Et en fait, les enfants vont faire le maximum pour essayer de se retrancher dans la bibliothèque, pour essayer de se préserver de ces attaques. Moi, j'appelle ça un vendredi soir, quand t'as envie de buter les gosses. Et en fait, te laisse pas perturber, vas-y. Non, il n'y a pas de problème. Au fil des pages, en fait, ils vont en fait comprendre qu'il y a quelque chose qui rôde dans l'obscurité et qui altère en fait justement le comportement des adultes. Les adultes, d'accord. Et donc bon, après, je peux pas trop en dire plus parce que ça spoilerait en fait la série. Mais c'est bien introduit encore. Première question, est-ce que à l'origine tu l'as pensé comme une trilogie? Alors au départ, j'avais prévu ça en 4 albums. D'accord. Mais l'éditeur, on en avait discuté, et puis il m'avait dit que en 3, ce serait suffisant pour placer toutes les grandes lignes et toutes les grandes idées que j'avais sur ce projet. Donc moi, je suis pas difficile, hein. Si on me dit 3, je le fais aussi. J'ai la chance de pouvoir terminer cette série, c'est très bien aussi. Est-ce que ça t'a amené du coup à revoir certaines choses sur ton scénario? J'imagine que oui, mais dans quelle proportion? Ah ouais, peut-être un peu sur la fin. C'est vrai que la fin, on a tout ce qui est, c'est une grosse scène d'action, les 20 dernières planches, et c'est vrai que peut-être il aurait manqué une quinzaine de planches pour pouvoir étoffer un peu plus ça. C'est la chance qu'ils ont dans le manga, justement, les artistes, c'est qu'ils ont de la place, quoi. Oui, c'est sûr. Et nous, en franco-belge, on est un peu limité. Au niveau... alors, il y a quelque chose qui m'a frappé dans la lecture, c'est que... Alors, tu l'as dit, les adultes sont très menaçants envers les enfants, mais on voit pas les adultes spécialement faire du mal aux enfants. Ouais. Les enfants disent que les autres ont été tués. Alors, ce n'est pas montré, sans trop dévoiler l'intrigue. Est-ce que du coup, il y a une subtilité ou c'est pour rentrer dans les codes de la BD jeunesse que t'as pas montré un enfant en train de se faire démembrer par... C'est exactement ça, en fait. C'était surtout l'idée, le postulat de départ, c'était de pas montrer de violence directe. D'accord. Et de créer une tension quand même. De la suggérer, quoi. D'accord. Et donc, ça a été toute la difficulté dans la narration, dans le storyboard, d'induire ces idées-là, quoi. Et il fallait surtout donner une urgence, faire ressentir le danger. Ouais. Voilà.
Et c'était toute la difficulté, ne pas montrer la violence, ne pas être dans le gore, quoi, ne pas tomber là-dedans. Ouais, est-ce que c'est l'éditeur du coup qui t'a demandé d'édulcorer un petit peu certaines pages, ou toi, ton scénario, comment tu l'avais pensé dès le départ? Non, l'éditeur, il a été assez cool. En fait, je lui ai proposé un storyboard complet du tome 1. Ah, c'est bien. Donc le storyboard, c'est l'étape avant de terminer les planches. C'est toujours la question avec les auteurs, est-ce que vous storyboardez ou pas? Moi, j'avais besoin de le faire pour me rassurer, vu que c'est ma première série en tant qu'auteur complet, scénariste, dessinateur. Puisque tu fais scénario et dessin. Ouais. Et donc, pour me rassurer, pour avoir tous les cliffhangers, les climax de chaque scène, j'avais besoin de découper toutes ces planches et de les lui envoyer. Et en fait, à l'époque, l'éditeur, c'était Olivier Jalabert, qui est maintenant aux éditions Dupuis, et il n'a pas eu grand-chose à redire. Il m'avait... je crois qu'il m'avait un petit peu noté quelques scènes qui étaient un peu trop lourdingues niveau dialogue, quoi. D'accord. Mais sinon, en dehors de ça, il a été assez conciliant. Et il a validé tout ça, quoi. Tu mets combien de temps pour faire un storyboard? Alors, le storyboard d'un album, ça peut être si j'ai un bon rythme, c'est 1 mois de travail. Oui, quand même, ouais. Ouais. S'il y a 72 pages, je crois, de mémoire. Ouais. C'est un 72 pages. Ouais, c'est ça, c'est 72. Mais en fait, j'essaye de trouver des idées dans la narration, dans la composition des planches aussi. C'est une grosse découpe, parce que tes planches sont beaucoup découpées, je trouve. Ah ouais, c'est ça. Il faut. On sent qu'il faut que ça rentre des fois, non? Et puis c'est difficile en fait parce que tu as plusieurs personnages, on suit plusieurs personnages qui sont à différents endroits. Et donc en fait il faut à chaque fois que quand tu racontes l'arc d'un personnage que tu aies envie de connaître la suite et donc tu dois couper pour arriver sur l'autre personnage. Donc moi la difficulté dans une série comme ça c'était d'intéresser en fait les lecteurs pour qu'ils se disent qu'est-ce qui se passe après, quoi. Qu'est-ce qui se passe après? Là, je change d'endroit, de lieu, de personnage, et je veux savoir ce qui va arriver. Donc c'est vraiment dans le titre, dans la façon de raconter que tu détermines tes climax en avant. Jay, tu avais une question? Oui, du coup, quand tu disais que tu as storyboardé le premier album, au départ, il était au format 48 pages ou 54, comme souvent en BD, ou c'était directement le tome rallongé à 70 pages, là, comme on l'a vu, pour tenir en 3 tomes? Alors, j'ai fait un 64. Ouais. Et entre deux. Non, en fait, c'était dans le contrat même de départ. Mais l'avantage du 64, c'est que c'est des cahiers en fait de 72 pages. Oui. Avec les pages blanches du début, etc. Et donc en fait, j'ai pas demandé l'autorisation, j'ai juste dessiné plus de pages. Sur la totalité. J'aurais pas demandé. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. On reconnaît. Très bien joué. J'ai eu envie de me faire plaisir. C'est pour ça qu'à la fin, on a des pleines pages et on a des scènes qui en imposent, quoi, parce qu'il fallait envoyer. Dès le tome 1, quoi. Ça marche bien, c'est un truc qu'on revoit beaucoup dans le comics d'ailleurs. Pour le coup, la pleine page pour finir et donner envie d'aller sur le prochain, et le gros cliffhanger, quoi. Oui, et c'est marrant parce qu'Olivier Jalabert, du coup, donc, qui était chez Glénat avant, alors je le connais pas personnellement, mais je sais qu'il était en charge de la partie comics. Glénat faisait du comics à l'époque aussi pas mal, et ils en font plus du tout maintenant, quasiment. Voilà. C'est même sa spécialité. J'ai vu dans une phrase qui m'a interpellé dans juste l'avant-propos, j'ai envie de dire. Merci à Nicolas d'avoir rattrapé la BD au vol. Pourquoi? En fait, Nicolas, c'est Nicolas Forçant. Donc, c'est l'éditeur qui a récupéré la série chez Glénat, parce que Olivier Jalabert, en fait, partait travailler pour les éditions Dupuis. D'accord. Et en fait, dans le milieu, généralement, quand il y a changement, quand il y a changement d'éditeur, ça sent pas bon. Et il faut se méfier de ce genre de changement. Pour moi, quand Olivier m'a annoncé son départ, c'était. Donc je pensais que la série allait mourir. Le tome 1 était sorti déjà. Non, il n'était pas sorti. Il allait sortir. Mais tu avais signé ton contrat. Ouais, j'avais signé le contrat et tout. Mais quand même, quand t'as plus le suivi initial, c'est dangereux pour une série, parce que la prochaine personne qui va défendre ton projet n'est pas autant impliquée. Et en fait, Nico a tout de suite repris les rênes et a tout de suite bien défendu le projet. Il a cru au projet. Tome 2, il était là, quoi. Et c'est extrêmement rassurant, j'imagine, pour toi, de te dire, je continue, quoi. Et surtout que à manger, je continue à manger ce mois-ci. Niveau éditeur, il a un pédigré, c'est lui qui a fait Les Géants, donc vous connaissez la série Les Géants, James, Lilian, ça c'est un succès, et donc non, c'est un éditeur à qui je dois beaucoup, parce qu'il a vraiment rattrapé la série au vol, quoi.
D'où le remerciement. D'accord, non, mais c'est parce que c'est vrai que dans une BD, je lis entièrement la bande dessinée, du coup, même ça. Et des fois, il y a toujours des petites notes intéressantes. Et là, c'est vrai que je me demandais pourquoi ça. J'imaginais que c'était dans cette teneur, mais je voulais en savoir un petit peu plus. Tu ne fais pas la colorisation. Alors ça m'étonne. Ouais. C'est Michel, du coup, qui le Donc fait. c'est Michel Assarassa-Korn. Ah, je me suis pas lancé sur le nom de famille. Hein, ça, par contre, C'est Michel. je l'ai joué au Scrabble. Par contre, je l'ai joué au Scrabble. qui est une autrice en fait aussi de bande dessinée et qui fait des super couleurs. Je l'avais découverte sur un comics qui s'appelait Isola. Oui. À l'époque. Oui, chez Urban, c'est sorti, Isola. Je crois que c'est Urban. Ouais. Ah ouais. Et en fait, je l'avais contactée directement sur Insta. Et elle avait dit oui d'emblée, donc ça s'était super bien passé. Et la première planche test qu'elle avait réalisée, c'est justement la planche où tu as Jason et Louise qui sont dans la voiture juste avant de partir à l'école. Et en fait, j'avais trouvé ça excellent qu'elle ait saisi cette planche-là, en fait, la tristesse. Elle a saisi la tristesse en fait du moment, parce que c'est une scène où les enfants vont changer d'école, ils vont pouvoir partir à l'école. Il y a un déracinement. Ouais. C'est le matin, c'est tôt, c'est Le en Angleterre. Le ciel Tu vois, est l'Angleterre. morne. Non, c'est vrai que le ciel est gris morne. C'est Tu triste. m'avais dit quand même. à Sanary, ça passe, mais Ah, ça n'arrive, Angleterre, ça l'aurait fait. Toi, à un double beau peine, quoi. soleil, les bateaux, tout ça. Ouais. Non, mais et en fait, la première planche, elle m'avait tout de suite vraiment convaincu. En plus, elle m'avait envoyé une image en très basse résolution. Donc, je luttais pour essayer de voir un peu les détails. Mais non, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette coloriste sur ce projet. Mais parce que c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire ou dont ou tu préfères le laisser à quelqu'un d'autre et avancer sur le reste. Oui, c'est ça en fait. D'accord. Non, j'adore la couleur en fait. C'est vraiment un truc qui me plaît. Mais il y a des gens qui le font très bien et qui sont beaucoup plus rapides que moi, donc autant déléguer et autant puis profiter, avancer sur les planches. Dans le premier tome, Louise, tu utilises un procédé pour l'introduction que je trouve très efficace. En fait, tu montres une première scène, je crois, de 2 pages, de planches sur de l'action, et après, hop, on a un bref retour en arrière, du coup, qui explique le pourquoi du comment, et je trouve que c'est un procédé extrêmement cinématographique, et qui intrigue le lecteur, parce qu'on se dit, en fait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils en sont là? Est-ce que, du coup, le côté un peu cinéma et un peu teasing, c'est un truc que tu portes en toi, c'est un truc que tu voulais faire? Moi, je suis un gros consommateur de séries, de films de science-fiction et tout. Et c'est vrai que quand tu as, par exemple, dans les Lost, tu vois, la série Lost que j'ai revisionnée il n'y a pas longtemps, tous ces flashbacks que tu as sur les personnages, ça te met dedans. Ouais, direct, quoi. T'es vraiment inclus dans son histoire, dans sa vie. Et en fait, je me suis dit, il faut les mettre dans la panade dès le départ, pour en fait expliquer ensuite ce qui va arriver, pour donner un intérêt, pour donner du punch dès le départ. Parce que moi, j'adore tout ce qui est action. Ouais. Et la première scène, c'est une scène d'action. Et je voulais vraiment qu'il y ait un rythme fort dès les premières planches. Qui soit tout de suite installé justement pour accrocher le lecteur, malgré le fait que ça soit une BD jeunesse et que les lecteurs soient plutôt, on va dire, sur la tranche 8-12, je pense. C'est ce que j'allais demander. Comment on fait rentrer l'action quand on veut faire une BD jeunesse? Il faut... voilà, merci de ta question. Il est en train d'admirer son travail. De l'urgence, quoi. Et la seule... moi j'aime mettre de l'urgence avec des scènes assez tendues, assez imposées. Mais tu parlais aussi du côté un peu série, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand on passe d'un personnage à l'autre, à chaque fois, ça tombe sur un moment un peu de cliffhanger, on bascule sur d'autres personnages dans un autre lieu, et donc du coup, le lecteur, c'est ce que j'ai ressenti moi, c'est que j'ai envie de savoir en fait ce qui se passe. On prend une autre action en compte, mais on a envie les autres personnages qui sont en plan, on n'a pas envie de les laisser en plan, et on a envie de savoir ce qui se passe. Et ça transpire là-dedans. Cette façon d'alterner les scènes, moi c'est un truc que j'ai découvert sur le tas, mais ça te permet de faire énormément de gagner du temps en fait. C'est-à-dire que ton personnage, quand il n'est pas justement montré à la caméra, face caméra, quand il n'est pas
quand tu le dessines pas, il vit sa vie aussi, quoi. Et donc, en fait, tu peux les faire avancer encore plus rapidement. Ça te permet de faire des ellipses. Ça te fait des ellipses. Tu rejoins l'action directement. C'est ça. D'accord. Et mine de rien, ça te fait gagner des planches. C'est des petites astuces. Ouais. Des petites astuces de scénariste que tu apprends sur le tard et ça fonctionne vachement bien. Et tiens, tu en parles du côté scénario. Scénario, comment t'es venu l'idée et comment tu as travaillé ton scénario Ouais. Alors cette idée-là, elle date de 2012 en fait. Ouais. Ça remonte vraiment, quoi. Et à la base, c'était lors d'un voyage au Japon. En 2012, je suis parti au Japon tout seul pendant un mois. Oh. Tu toussais déjà à cette époque ou non? Toussais? Non, je sais pas. Non, vas-y. Pauvre malheureux. Pauvre malheureux. Et en fait, je suis parti un mois en mode backpacker et j'ai fait tout le Japon. Ok. Et donc, j'avais pris un bouquin avec moi qui était La guerre des mondes de H.G. Wells. Et en fait, ce truc m'a pas lâché pendant tout le voyage. Et en fait, le postulat de départ des mondes électriques, c'est justement de rendre un peu hommage à la guerre des mondes. D'accord, ok. Ouais. En fait, c'est une guerre des mondes insidieuse, psychologique, où l'invasion n'est pas spécialement elle n'est pas frontale, physique, quoi. Elle n'est pas frontale, quoi. Et en fait, ce projet, il a commencé dans ces moments-là. Ok, d'accord. D'où aussi le morceau qu'on a écouté un peu plus tôt, en fait. C'est parce qu'à ce moment-là, j'écoutais beaucoup Gorillaz. Et c'est vraiment l'essence du projet, quoi. Eh ben justement, on va terminer là-dessus, mais juste, c'est pas une question, mais moi j'ai noté 2 clins d'œil à des films. Alors je sais pas si c'est volontaire ou pas. Un à Rambo. Il y a un personnage qui a une cravate autour de la tête. Je me suis dit, tiens, c'est Rambo. Et page 42, je crois. Ouvrez vos livres, page 42, à Star Wars. Quand il dit, j'ai un mauvais pressentiment. Ah bon? Ouais. Attends. Alors, moi, je suis pas trop fan de Star Wars. Je crois que t'es dans la suranalyse. J'ai un mauvais pressentiment. Je me suis dit, tiens, mais c'est ref à Star Wars. Non, là, c'est juste une phrase cliché, en fait. D'accord. Mais alors, tu vois, c'est moi qui... C'était pour combler le truc. Faut pas chercher plus loin. C'est moi qui ai interprété. D'accord. Bon, allez, on va faire une petite pause dans cette rencontre avec Christophe. On va revenir à Gorillaz. Et oui, du coup. Cette fois, c'est Broken. Et puis, on se retrouve après pour la suite de l'interview. De retour dans la bande des comics qui arrive en ordre dispersé après la pause. On n'a pas tiré l'ordre. Ouais. Non, mais on va vous attacher. Je pense. On va vous attacher. Nous sommes toujours avec Christophe Aliel pour les mondes électriques. On va continuer. Jay, tu avais des questions un peu sur l'actualité de Christophe. Oui, tout à fait. Alors, bon, on a parlé pas mal de ton œuvre, donc les mondes électriques, sur laquelle on va revenir un petit peu. Moi, j'avais pas mal de questions sur ton parcours, comment t'en étais arrivé là, et puis savoir l'après, effectivement, en termes de projet. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont dans les tuyaux? Peut-être une suite, même si ta trilogie est fermée. Voilà. D'accord. Alors moi c'est tout simple, j'ai toujours aimé la bande dessinée et j'ai toujours fait des planches et des histoires courtes. Et un jour j'étais sur le festival de Nîmes, qui à l'époque se faisait dans les arènes de Nîmes. C'était excellent. J'étais lecteur à l'époque et en fait j'avais des planches sur moi et il y avait Christophe Arleston, donc le scénariste de l'Enfeust, les Trolls de Troie, qui dédicaçait. Et donc j'ai été lui montrer mes planches. Avant qu'il parte déjeuner, je lui ai montré des planches que j'avais réalisées. Et puis il m'a dit, écoute, il m'avait marqué son numéro, il m'avait dit, viens à l'atelier Godferdom, qui était à Aix-en-Provence. Il m'avait dit, on te fera travailler, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais 15-16 ans. Ah oui. Et donc... Vive l'exploitation des enfants. Oui, du travail dissimulé. Et en fait, c'était excellent parce que après, j'ai été les voir dans leur studio, qui était en fait une rédaction pour l'Enfeust Magazine, qui était un magazine jeunesse, bande dessinée, où il y avait tous les titres des éditions Soleil qui étaient publiés en prépublication. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en faisant des petites histoires courtes dans ce magazine. D'accord. Et c'était... moi, je trouvais que c'était excellent. Donc, j'ai commencé avec eux. Et puis après, très rapidement, j'ai atterri aux Armateliers à Marseille. Oui, à Marseille. Voilà, l'atelier de Bruno Bessano et de Richard Di Martino, qui sont des amis très chers. Et donc après, j'ai vécu des années à Marseille. Et c'était très, très instructif. On était une dizaine d'auteurs avec des styles différents et on apprenait les uns des autres les aussi. uns des autres. Ouais. C'était génial. Du coup, je rebondis sur ce qu'a dit Jay. Donc, du coup, c'est une manière
Enfin, je trouve que c'est une manière de faire ses armes très très rapidement et d'apprendre très très vite avec des professionnels à côté, justement. Ah oui, en fait, même l'avantage d'être prépublié, d'être publié dans un magazine, c'est que les planches qu'on a faites, elles datent peut-être d'il y a 6 mois, voire 1 an. Et donc, on voit toutes les erreurs, on voit tout ce qui ne va pas. Et mine de rien, ça nous permet de nous forger un regard et de se dire « Ah oui, non, là, en fait, ça ne fonctionnait pas. Il faut faire les choses différemment. » Et moi, ça a été vraiment le tremplin qui m'a lancé, quoi. De mettre un premier pied dans ce monde de la bande dessinée. Pour moi, Arleston, à l'époque, c'était vraiment un dieu, parce que j'avais adoré, mais en tant que jeune lecteur, les Lanfeust. Vraiment, c'était un truc de fou, quoi. Notre génération. Ouais. Il avait relancé un peu l'engouement autour de l'Heroic Fantasy. Et il y avait beaucoup de blagues. Enfin, c'était des bonnes séries. Ouais, des bons albums. Ouais. Oui, Annie ? j'ai une question. Est-ce que tu es plus séduit du coup par le côté scénario, créer une histoire, ou est-ce que c'est vraiment le dessin en fait qui va driver un peu ton travail ? Non, c'est vrai que je suis plus branché histoire maintenant qu'avant. J'ai l'avantage de pouvoir en fait continuer à scénariser mes séries. Donc là, pour te répondre, Jay, en fait, je continue avec les éditions Glénat. J'ai signé une autre série en 3 tomes. Ah, c'est bien, bravo. Félicitations. Ouais, merci beaucoup. Et je suis aux anges parce que c'est une série vraiment jeunesse, la prochaine, qui va s'intituler Gardien de fer. Donc c'est une série que j'ai écrite pour mes gamins. C'est une exclue, on a une exclue ici. Et en fait, c'est un truc que j'ai fait pour mes gosses. Je leur ai fait lire, ils ont beaucoup aimé. C'est une histoire de robots, de méca, de combat de méca. Voilà, c'est là si on parle de méca. Il y a un client méca. Et donc voilà. Merci. Donc, pareil, sur le même format franco-belge, aussi, 64, 72 ? C'est ça, oui. D'accord. Donc, tu penses que le format franco-belge est le plus adapté pour séduire le jeune public ? Non, moi je suis convaincu que ce qui plaît aux jeunes à l'heure actuelle, c'est le manga. Et c'est là où c'est compliqué pour nous, en tant qu'auteurs de bande dessinée franco-belge, c'est que on fait face à des titres qui font 180 planches, 200 planches, qui racontent une histoire vraiment complète. Et nous, on a 50 pages pour convaincre, et ça suffit pas, parce qu'il y a aussi l'argument du prix. Oui, c'est vrai. Bien sûr, Parce que ça coûte cher une bande dessinée, Les Mondes électriques, elle est à 16 €. Pour les jeunes, c'est vrai que l'argument du prix, il commence à peser, important. Il pèse, c'est sûr. Bien sûr. Du coup, C'est vrai que c'est souvent des parents ou des grands-parents qui offrent ce genre de collection, souvent suite au conseil des libraires dont tu as souvent soulevé l'intérêt là-dessus. Alors que les mangas sont des choses que les gamins un peu plus grands vont chercher eux-mêmes. Je pense qu'il y a encore ce gap qui se fait entre les enfants qui reçoivent des BD parce qu'ils y vont avec les parents ou avec les grands-parents, et les ados qui vont chercher tout seuls leur manga. Donc oui, après il faut arriver à capter ce... Après, je pense que ce que la BD franco-belge a et que le manga n'a pas, c'est que là, pour moi, ça fait un album. Tu vois, avec la couleur, ça fait un album, ça fait un objet. C'est ça. Là où le manga, moi, alors après c'est mon avis, mais je vais l'associer à plus de la lecture, un peu, alors pas fast-food, mais que ça se lit très vite, mais c'est pas forcément quelque chose sur lequel on va revenir. Tu vois, je trouve que la BD, moi je pars de mon expérience avec Tintin et Astérix, en fait, tu prends plaisir à les relire, tu vois, parce qu'il y a un aspect émotionnel aussi. Sur le manga, j'en douterais un petit peu plus, parce que justement, le fait d'avoir déjà des planches noires et blancs, où des fois il y a assez peu de décor, je trouve que le lecteur passe plus vite dessus, et je sais pas si la charge émotionnelle est la même. C'est une habitude. Je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'on a quand même beaucoup d'apparitions en couleur aussi en manga. Et c'est souvent tout ce qui est... les trucs coréens, typiquement, les trucs chinois, ils sont quasiment principalement en couleur. Donc on retrouve un peu ce truc-là aussi. Et puis, moi, personnellement, je sais que j'ai des séries, je les relis, mais avec grand plaisir, même si c'est du noir et blanc. Les amateurs de manga, les geeks, je pense qu'ils reviennent dessus. Moi, de toute façon, je peux pas reprendre un tome d'une série sans avoir relu les 2 précédents. Parce que ça été noyé dans plein de choses, et voilà. Mais vas-y.
Pardon, oui, non, je te coupe. Vas-y. Non, je voulais juste ajouter un petit truc. Alors, je comprends ton point de vue, Rémi, mais je me dis aussi un truc, moi, c'est que, par exemple, tu vois, je fais de la bande dessinée pour les jeunes, tu vois, pour donc le prochain projet, le lectorat, c'est 8 ans, quoi. Ça commence à 8 ans. Et je me dis, si tu arrives à avoir un produit qui soit peu cher et qui soit accessible pour cet âge-là, autant faire les deux, quoi. C'est-à-dire que, en fait, tu vois, ces considérations de collectionneurs où en fait on aime l'objet et tout, c'est des considérations qui viennent de vieux tard, sur le tard. Moi aussi. Dis-le. On a le même âge, et j'adore aussi collectionner des bouquins, quoi. Et en fait, je me dis que les jeunes, pour eux, c'est pas grave que ce soit un manga ou que ce soit une BD. C'est pas, enfin, la qualité, elle est pas nécessaire. À l'époque, une bande dessinée, tu te rappelles, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était 32 francs, quoi, une bande dessinée. Ouais. Et j'ai pas les prix en tête, ouais. Et on les gardait, elles étaient pas chères, enfin, elles étaient défoncées, nos BD. Et c'est pas grave si, au final, c'est pas grave s'il y a pas de couleur. Et c'est pour ça que je me dis que si tu vises un lectorat et que tu arrives à avoir un prix d'appel qui est bas, bah t'as tout compris, quoi. Donc là, moi, je me bats pour ça avec les éditions Glénat. C'est bien. On discute vachement parce que eux, ils sont OP pour faire des opérations promotionnelles, des prix de lancement bas à 10 € pour quelques mois. Et donc la prochaine série, en principe, on devrait partir sur cette optique-là, quoi. Après, je te donne la parole, Jay, mais c'est vrai que moi, je vois très souvent en librairie, tu vois, justement, ces prix d'appel sur le premier volume, le premier tome. Des fois, ça sort, c'est une promo qui est faite un petit peu après la sortie. Si jamais ça n'a pas trop marché, c'est pour relancer. Je sais que Draco l'avait fait sur Arcana, je crois. Donc, très souvent, les éditeurs relancent ou font des opérations en début d'année, opérations petit prix, tu vois, les DAD à 4,95, tu les as. Mais je pense que ça relance de l'intérêt sur les bandes dessinées. Les éditeurs ont tout à y gagner. Vas-y, Jay. Et il y en a même qui tentent, c'est l'exemple de Jaune au label 619, où c'est un manga en fait. Et eux, ils veulent que ce soit placé en manga. Donc Run et Rours, qui travaillent, donc qui ont fait leur manga. Là. Enfin, ils l'appellent manga d'ailleurs, hein, alors que c'est pas du tout asiatique. Enfin, il n'y a pas cette culture-là au départ. Mais le dessin peut y faire penser. C'est donc une espèce de thriller horrifique. Et pour le coup, ils s'engouffrent vraiment dans le fait de faire de la franco-belge, mais au format manga. Oui, mais ça, j'ai répondu à Rours sur Twitter. Et je dis, en fait, ce qu'il y a, c'est que le libraire, lui, son album, en fait, il appartient à une classification. Bien sûr. Ouais. Et si tu veux, c'est que si jamais quelqu'un arrive et demande les mondes électriques, si c'est pas classé en BD jeunesse, tu vois, le libraire, en fait, tu le pommes et tu pommes le lecteur. Donc ça, je pense que dès le départ, c'est vu avec l'éditeur, mais il faut que le truc soit, soit catalogué, classifié en tant que manga pour qu'il atterrisse dans le manga. À l'inverse, je ne trouve pas ça normal que Captain Flamme soit en BD. Et il est en bande dessinée, tu vois. Tu l'aurais placé en quoi, en fait ? En manga. En manga. Moi, je le passerai en manga parce que c'est une culture japonaise, tu vois, ou une double implantation. Je leur dis, très souvent, je leur dis de faire ça. Mais Garni Goldorak, tu peux absolument pas le prendre pour un manga. Et pourtant, c'est la culture japonaise. C'est pas la culture qui fait l'œuvre et la représentation de l'œuvre. Il y a quand même une vision très très européenne dans le Goldorak. On pourrait en reparler. Le Goldorak de Bajram et de le dernier. Il y a quand même un côté très très européen que tu sens. Et c'est justement ce mélange qui est très intéressant et qui permet de revenir sur différents styles. Et on le dit à chaque fois, on est tous favorables à cet élargissement des publics pour pouvoir capter et que chacun, même si c'est des niches, que chacun ait la sienne et puisse découvrir ce monde de la BD, du manga, du comics. On a pas mal de choses à faire découvrir. Je reviens sur les mondes électriques où chaque tome porte le nom d'un personnage. Ouais. Donc le tome 1 c'est Louise, j'ai pas noté les deux autres, je suis désolé. Jason et Amelia. D'accord, et du coup dans ta prochaine BD, est-ce que tu as gardé aussi ce petit truc un peu cinématographique qui fait que c'est pas tome 1, tome 2, tome 3, il y a... Non. Sur le prochain projet, ce sera pas comme ça en fait. On va pas s'attarder sur une famille, et ça va être des titres classiques. Mais je suis quand même curieux de voir s'il n'y a pas le côté cinématographique qui va ressortir quelque part. C'est possible. Dans le découpage. Après, c'est vrai qu'en plus, là, dans la première trilogie, on suit aussi un trio de personnages. Et donc, je pense pas après faire le
le même truc. C'était justement, c'était Nicolas Forçant, l'éditeur, qui avait suggéré sur les mondes électriques de placer les noms de chaque perso en fonction de l'album. Quoi. D'accord. Ouais. Donc moi, quand on me propose un truc et que ça marche, fonctionne, moi je pensais que c'était une référence à Marius, Fanny. Tu sais, on est dans le sud. Ah oui, c'est ça. La trilogie de Pagnol. C'est ça, tu vois. Ah mais tu sais, moi je suis à l'ouest. Du coup, sur avec l'expérience maintenant, est-ce que sur ton prochain projet qui est aussi une trilogie, est-ce que tu vas essayer de la laisser un petit peu ouverte à la fin au cas où ça va mettre une autre trilogie, ça amène un spin-off, ça. Bien sûr. Est-ce que c'est un truc qu'on apprend avec l'expérience ? Ben, en fait, le prochain projet, donc Gardien de Fer, c'est une trilogie, mais moi je veux en faire 150 000 en fait. Si j'ai l'occasion de faire une série à rallonge et que l'éditeur me suit, j'irai quoi. Donc le premier cycle en 3 tomes, bien sûr, ce sera une fin ouverte, mais genre méga ouverte sur tout ce qui peut arriver quoi. C'est aussi une manière en tant que scénariste de pas griller toutes ces cartouches dès le départ et de peut-être que sans méchanceté, mais c'est des erreurs un peu naïves qu'on fait au début. On veut tout mettre dedans et à la fin on manque de matière. Alors que s'il y a un nouveau projet, on va dire tiens, je vais aménager des pistes, un peu de suspense au cas où, s'il y a la trilogie tiendra en elle-même, mais s'il y a moyen d'ouvrir, il me reste de la matière. Bah c'est vrai que c'est la question qu'on se pose en tant que scénariste. Si j'avais dû faire les mondes électriques sur 5 ou 6 tomes, est-ce que ça aurait été aussi intéressant au final parce que c'est vrai que les idées se diluent au fil des pages et ça aurait peut-être rien à raconter du tout quoi. Puis la vitesse du scénario aussi, il faut que là c'est une course-poursuite au final. C'est du non-stop, c'est ça. Voilà, donc tu peux pas, si tu fais étirer les trucs, même si c'est du flashback comme tu l'expliquais, tu as besoin de rester dans ces milieux dynamiques. Et en plus, on le voit, pour revenir sur la couleur, on le voit que c'est de plus en plus sombre. Voilà, à la fin, oui, il n'y a plus de lumière, il n'y a que des éclairs et cette suggestion du risque, quoi. Sur Gardien de Fer, tu en es où du travail ? Voilà, j'ai commencé, j'en suis à une quinzaine de planches. Gardien de Fer, il est allé dormir. Non, je suis content, j'ai établi tout l'univers, j'ai fait une quinzaine de planches et en fait ça avance très très bien parce que je me sens... Là aussi, j'avais fait le storyboard complet que j'ai envoyé à l'éditeur. Des 3 tomes ? Du tome 1. Du premier, d'accord. Et alors là, ce sera vraiment axé jeunesse. Et donc, le scénario n'est pas aussi complexe même que les mondes électriques. C'est vraiment un truc que j'ai écrit pour les gamins. Quoi. Ouais, pour les gamins qui aiment bien les mechas, qui aiment les robots, qui voient en fait un petit garçon bidouiller un mecha, réparer le mecha de la tête aux pieds. Et donc... et se retrouver dans un engrenage de baston, parce qu'il y aura de la baston. C'est ce qu'on veut. Je suis vachement inspiré par tout ce qui est Dragon Ball. Nous, on adore Dragon Ball à la maison avec mes fils. Et les mangas, on regarde pas trop les animés. Pas le film. Pas Dragon Ball Evolution. Je t'invite à regarder Dragon Ball Daima. C'est bien. Qui vient de sortir. C'est chouette. On en reparlera, mais moi j'ai retrouvé mon Dragon Ball. Ah bah écoute. Moi je trouve il y a un truc intéressant, je suis désolée, c'est le fait de la façon dont tu vas parler de ton nouveau projet. Il y a quelque chose qui va potentiellement inspirer les autres à s'intéresser aux robots, à peut-être aller venir faire la même chose que le personnage que tu vas mettre en avant avec leur réaction. Donc je trouve il y a un petit truc très sympa là-dedans. Je termine sur une très petite question et il faudra une réponse très courte. Est-ce que ça t'a amené à apprendre, à retravailler ton dessin ? Non, merci, au revoir. Merci. Non. Oui. Merci. Évidemment. Dans quelle mesure, du coup ? En fait, là, sur Gardien de Fer, la série, les personnages sont beaucoup plus ronds. Le style est beaucoup plus rond. Même l'ancrage est un peu plus gras aussi. Je fais moins de détails, j'essaie de moins partir dans les détails parce que il faut aller droit au but. Il faut coller à Marseille. C'est normal. Parfait. Écoute, merci Christophe. On a très pu intéressant. faire une bonne idée de ton travail et comment tu travailles. Donc on vous rappelle les mondes électriques disponibles, la trilogie. On va passer à la partie dont tu te réjouis d'avance. Voilà, donc c'est le quiz, un petit jingle, s'il vous plaît. Une énigme pour Batman.
La résoudras-tu? Voilà. Donc Christophe, tu vas voir, il y a des questions. Généralement, il n'y a pas beaucoup de réponses, mais on rigole bien. Et c'est chacun pour soi. Voilà. Ok. On se pousse, il n'y a plus de copains, il n'y a plus Donc rien. là, c'est le quiz, c'est ça? C'est le c'est quiz le de la quiz, mort. voilà. Donc, un quiz électrique. Attention, je compte les points. Première Pikachu. question. Allez, première question facile, j'ai envie de dire. Flash. Quel est le vrai nom? Il m'a grillé. C'était sûr. Quel est le vrai nom d'Electro qui maîtrise Ah l'électricité? punaise, comment il s'appelle Ouais. Oui. Ouais, c'est lui, ouais. Jamie Foxx Ouais, voilà, ouais. Bien Jamie sûr. Foxx, ouais, l'acteur. Ça c'est vrai, il y a un piano. Personne? Non, Pikachu. je l'ai pas. Maxwell Dillon. Non, je l'ai pas. Personne. Oh là là. Ah non, là. Comme vous êtes chaud patate sur le personnage, de quand date sa première apparition? Allez, l'année. 65. Non, t'es pas loin. 70. Non. 63. Entre les deux. 64. 64. Bravo, Jay. 64. Quel est le personnage de DC Comics? Porte un éclair jaune sur son costume. Allez, c'est Flash, la fille C'est Shazam. On l'avait tous. C'est ça. Quel autre personnage de DC Comics qui a eu sa série connectée à l'Arrowverse maîtrise l'électricité? À quoi? L'Arrowverse? L'Arrowverse. C'était toutes les séries Flash. Ouais, la CW. l'Arrowverse. Ok, Eh ouais. Électrique, c'est Black... Black Lightning. Black Lightning. Allez, jouer à l'un demi-point chacun. Ouais. Passe d'ess. Alors, Allez. heureusement qu'il y a des gens qui jouent. Mais tu t'en feras un la prochaine fois. oui, t'auras fais les ça réponses. pour un point. Je pense, ouais. Regarde Ouais. pas, elle triche, oh là là. Ah non, 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 mais moi, ça c'est pas m'intéresse lire. même pas. Lève les lunettes, comme ça au moins tu verras Ça, rien. maintenant, elle voit en plus. Qui est Ororo Munro? C'est Tornade. C'est Tornade des X-Men. Christophe, tu peux jouer si tu veux. hein. Comme je vous ai dit, je suis pas du tout calé comics en fait. Ah merde, il y a encore une question comique. C'est vrai. Ouais. Comment s'appelle la hache que se fabrique Thor dans Endgame? Pour Stormbreaker. Ah oui, bien joué. Stormbreaker. Oh, il est réveillé, Ouais. regardez, on va venir plus souvent à 10h. T'as raison. Ouais. Petite incursion dans le monde du jeu vidéo. Avec quel personnage de Street Fighter pouvez-vous électrocuter votre adversaire? C'est Blanca, ouais. Blanca. Allez, Christophe, je te file un Tu vas point. trop vite aussi. Ah, mais je peux rien pour une fois Laisse-nous que... réfléchir. Non, je te dis, il faut pas. Ah, j'ai 2 connexions, faut pas les perdre. Ouais, pareil. Ça ne se perd pas. Et quel dans c'est un que jeu- un peu de oui. plus. Toujours dans les jeux vidéo. Laissez-moi finir. Quel dieu maîtrisant l'électricité pouvez-vous incarner dans Mortal Kombat? Raiden. Raiden. Bien joué. Putain, Christophe Lambert. Qui veut dire éclair. Christophe Lambert. Attention, et là je vais vous demander la citation exacte avec une erreur. Qu'est-ce que c'est que Très ça? bien. De quelle puissance a besoin la DeLorean pour voyager dans le temps? 88 mégas. Non, il lui faut 4 gigas. 2,2 MHz. Gigahertz. 2,4. 2,3. Non, c'est très précis. C'est 2,21 gigawatts, qui n'est pas correct. D'accord, gigawatt. Mais Ok. et dernière question totalement tirée par les cheveux. Dans Sailor Moon, on rigole Fais-moi plus, les malins, là, là. on fait moins les malins. Laquelle des personnages maîtrise l'électricité? Je sais La même bleue, pas non. comment il s'appelle. C'est leur Mars, non? j'en sais Alors, pas. moi j'en étais à des luttes sans Saturne. savoir ça. Non, on va tous les faire du coup. Uranus. Jupiter. C'est Jupiter. C'est bien, ouais. C'est la verte. Eh ouais. Est-ce que c'est la bleue? Non, Aucune c'est la idée. verte, c'est la grande. Ah, c'est la Je crois que c'est la verte. Ah, ouais. d'accord. Voilà, et ben du coup, je pense bah, que, écoute, alors je sais pas, ah, 1, peut-être 2, G. 3, 4, Ah non, RD 5, était bon, là. 6. Oh, 6 pas pour mal. G et RD, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, Égalité. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Complète le podium avec un point, Christophe. Je suis pas Fanny. Ok. Et qui apporte les bouteilles d'eau, c'est Annie. C'est Annie. Non, par Ça contre, elle va. était là. Il Ça faut va. le savoir. Elle Elle était était là. là. Je te mets un demi-point pour la C'est présence. gentil. Wow. Christophe, 1 point. Pour l'écriture. Annie, 0,5. Moi j'ai eu un point. Ouais. Ouais, c'est bien. Des fois, on a fait des scores à 0, nous, hein, donc. Ah oui. Voilà. Bon, chers amis, merci. On a bien parlé encore pendant cette heure. Ça passe très vite, mais Très au moins intéressant, on oui. essaie Toujours d'être, trop vite. oui, mais on compacte.
Oui, oui, non, mais non, mais je te vois faire une tête bizarre, c'est pour ça. Merci encore, Christophe, d'être venu. Merci. Merci à vous, merci infiniment. On te garde pour l'enregistrement de la prochaine on le laisse pas sortir, émission, en fait. en 2e semaine, voilà. Et puis, ben oui, on se retrouve le premier samedi du mois de décembre déjà, ouais, le 7 décembre, ça sera. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes, radio-active.net ou radioactive sur le 100 FM. Merci à toutes et tous et à bientôt. Ciao, ciao. Merci. Merci.